Merci Maria, merci à toute l'équipe de Ready for It. Donc Garance Mathias, je suis avocat au barreau de Paris. J'ai le plaisir d'être là avec vous ce matin, d'échanger avec mes deux effectivement charmants compagnons pour parler de RSE et durabilité, défis réglementaires et perspectives d'avenir. On en compte sur vous et on va commencer dès qu'effectivement les présentations seront finies par vous faire un teasing. Parce qu'on a décidé, là, tout à l'heure, il y a moins de 10 minutes, que si on était au before, entre guillemets, de Ready for It, les before, c'est aussi la participation, c'est aussi la co-construction. Donc, nous allons jouer le jeu et nous allons effectivement vous demander aussi de répondre à un peu 2-3 questions avant de commencer les échanges. Ça va tous nous donner envie de parler des RSE et durabilité. Je passe mon micro Arnaud. Non, je vais prendre mon micro. Tu as ton micro. Donc voilà. Là, j'ai mon micro. Ouais, super. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin. Je m'appelle Arnaud Philippe. Je dirige pour Médiamétrie le département qualité et sécurité de l'information. Et j'assume également les fonctions de délégué à la protection des données pour cet institut de sondage. Et on travaille beaucoup sur la durabilité chez Médiamétrie. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est que je partage un petit peu le peu d'expérience qu'on a sur le sujet, mais expérience néanmoins constructive et significative et qui sera, j'espère, utile pour chacun. Et j'ai hâte d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Paul-Olivier Gilbert. Ah oui, il n'y aura pas de captation. Ah d'accord, donc il faut que je parle doucement pour être entendu dans le micro. D'accord. Je pensais faire quelques économies d'énergie en utilisant la voix naturelle, mais manifestement, ça ne sera pas le cas ce matin. Donc je suis Paul-Olivier Gilbert, je suis ici à double titre, en tant que président de la FCDP, donc l'association des DPO, donc tout ce qui est lié à la protection des données, et puis également en tant que président d'une société, POC Consulting, qui est une start-up qui travaille sur des projets innovants et dont le retour d'expérience n'est pas totalement inintéressant dans la mesure où on pense que la RSE, c'est pour les gros, voire les gros, c'est bel ETI. En fait, c'est un peu pour tout le monde. Mais on vous a gardé une surprise. On a travaillé avec les plus hautes instances de la République française, qui a un accord de partenariat d'association lointain, ancien, avec la principauté de Monaco, qui date des années 60, lorsqu'il y avait eu une discussion fiscale entre le général de Gaulle et à l'époque le prince Régnier, et que cela s'était terminé par un alignement de la fiscalité. Alors, quand je dis qu'on avait le soutien pour l'animation de cette réunion des plus hautes instances de la République française, je vais recéder la parole à Garance, qui a un avantage sur moi. Ce matin, j'ai écouté Sky News pour les informations. Très intéressant sur Haïti, mais j'ai loupé l'essentiel. Et alors, c'est Garance... Attends, je n'ai pas fini. Il n'y a pas assez de stress sur ton invention, sur ton intervention. Garance qui a eu l'information, le scoop principal de la nuit concernant la RSE et l'utilité d'avoir ce petit déjeuner. À toi, Garance. Merci pour ce teasing. Alors, on vous avait dit, on commence très fort. On commence très fort. En ce moment, s'est tenu hier à Versailles le sommet Choose France. Et pour ceux et celles qui ont suivi, il y a eu effectivement un discours du président Macron sur justement notre sujet. Alors, les organisateurs, je pense, l'organisation a toujours été exceptionnelle. Je crois que là, cette année, dès même pas l'ouverture de Ready for It, là, vous surpassez l'organisation. Nous sommes alignés avec effectivement ce qui fait le buzz depuis hier soir. Titre du Monde, titre de toutes les radios, effectivement de ce matin, nous en parlions avec Arnaud. Notre président de la République a dit qu'il y avait trop de réglementation, que CSRD ne devait pas être appliquée, devait être annulée en 2028 parce qu'elle devait être transposée en 2028. Donc pour ceux et celles qui ont écouté,
c'est effectivement la prise de parole présidentielle hier à Choose France. Donc maintenant, ça reste une prise de parole. Ça va nous permettre effectivement d'échanger. C'est pour ça qu'on vous disait ce côté interactif qui nous plaît. C'est déjà, voilà, prise de parole, des textes qui ont été adoptés, des textes qui sont quand même déjà, et on va voir, déjà appliqués au sein des entreprises. Et puis, il y a aussi un alignement, et là, on est dans le côté géopolitique mouvant. Cette prise de parole s'inscrit dans une prise de parole là, un peu moins temporalisée avec l'événement de la semaine dernière. Bon, avec une semaine effectivement d'avance par rapport à l'événement, sur effectivement celle du chancelier allemand qui, lui, était pour une suspension de CSRD. Donc, l'actualité est là. Donc, ces sujets préoccupent le plus haut niveau de décisionnaires de notre pays, de l'Europe, des entreprises, donc des gouvernements, dans ce contexte géopolitique, on va dire, mouvant. Petit sondage. Nous, effectivement, actuellement, que ce soit Arnaud ou Paul-Olivier, on va vous faire effectivement des retours d'expérience. Ce que vous avez déjà au sein de vos entreprises commencé à mettre en œuvre une politique RSE, une politique plus axée durabilité, une politique liée aux usages de l'IA, où actuellement tout est en chantier. Pour l'instant, juste ceux qui ont mis en place déjà des politiques. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous où c'est encore justement une interrogation? Deuxième interrogation. Bon, j'espère effectivement qu'à tous les trois, on va réussir à vous politique. Voilà. Ben justement, avec les retours d'expérience, on va essayer de converger, de vous donner des bonnes pratiques, de vous donner une faisabilité pour aller au-delà. Et c'est ça le plus important d'une prise de parole politique. Voilà. Alors, avant de voir le cadre réglementaire, peut-être quelques mots, parce que le cadre réglementaire existe. Je l'ai dit, je vais l'expliquer en très grande ligne sur RSE, sur IA, bien entendu, mais aussi à voir peut-être comment les choses se sont mises en place. Peut-être Arnaud, déjà, qu'est-ce qui a été mis en place pour rebondir après? Voilà, là ça fonctionne. Je vais vous partager très rapidement l'expérience qu'on a chez Médiamétrie en termes de mise en place d'une politique de durabilité. En 2020, année de la pandémie, Médiamétrie change de président. On se retrouve avec un président qui a 15 ans de moins que le précédent, donc une autre manière de manager, une autre manière d'aborder l'entreprise dans son contexte économique, dans son environnement, avec ses parties prenantes. Et le président décide, dans la construction de son nouveau plan stratégique, de mettre en place une politique dite RSE, qui va porter l'entreprise sur les 10 prochaines années. Qui va porter l'entreprise sur les 10 prochaines années pour une raison bien simple, c'est que on va avoir trois engagements. Un engagement environnemental, un engagement social, un engagement éthique. Ça, c'est les trois piliers de la politique RSE de Médiamétrie. Le plus peut-être explicite, pour vous donner une idée de l'engagement qu'on a pris, c'est que l'objectif pour Médiamétrie, c'est d'avoir en 2030, quelle que soit l'évolution de la société, donc quelle que soit l'évolution de son activité, des émissions carbone qui soient à 50% en moins de celles qu'elles étaient en 2020. Donc 2020, année aussi très particulière, puisque année de Covid, où on a eu une baisse significative de nos émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, c'est la base sur laquelle on travaille, c'est celle de 2020, et l'objectif, c'est qu'en 2030, on soit à moins 50%. Donc ça, c'est le premier engagement. Et cet engagement, il va se traduire au fur et à mesure des années. On est en 2025, donc on est à mi-chemin du
du parcours. C'est un parcours qui est parfois compliqué, souvent sujet à débat, et c'est un parcours qui est piloté par la direction de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un parcours qui est piloté par l'ensemble du comité de direction. Et je vais vous donner un exemple très symptomatique et très particulier dans la gestion des projets. Quand on pilote des projets avec le comité de direction, on va avoir systématiquement 3 choses. Alors on va avoir dans les projets qu'on va traiter une analyse de risque sur la sécurité de l'information. On va avoir une analyse qui va être sur la conformité du traitement des données que l'on va faire par rapport à la réglementation, donc tout ce qui est traitement des données personnelles notamment. Et puis, on va avoir une analyse RSE de chacun des projets qui sont passés en revue en comité de direction. Ça veut dire que le pilotage que l'on fait de l'ensemble des projets, donc de l'ensemble des nouveaux produits, des nouveaux services, de tout ce qu'on lance dans l'entreprise, est passé au crible de à minima. Alors bien évidemment, hein, on a les classiques, on a le ROI, on a les opportunités, etc. Mais on a rajouté ces 3 éléments qui sont fondamentaux pour nous. Sécurité de l'information, bien évidemment, compliance privacy et durabilité, RSE, en quoi le projet que l'on est en train de mettre en place s'inscrit dans la ligne RSE de l'entreprise et ne vient pas, à un moment donné, plomber éventuellement les engagements que l'on a pris. Donc, on a, en comité de direction, des arbitrages à faire qui, vous pouvez l'imaginer, suscitent beaucoup de discussions. Mes petits camarades, il se trouve que chez nous, le comité de direction, c'est le mardi. Donc, mes petits camarades, je ne sais pas à quelle heure il est, mais il doit être à peu près 10 heures, rentrent en comité de direction et vont, là, aujourd'hui encore, discuter d'un certain nombre de projets, faire des arbitrages, prendre des décisions dans cette perspective, toujours dans cette perspective de maintenir cet engagement que l'on a pris en 2020. Merci déjà pour cette première illustration. Je vais retenir 3 mots. Il y a eu plus à retenir, mais je vais me concentrer que sur 3 mots. Responsabilité, éthique, environnement. Et, allez, j'en rajoute un 4e, risque. Un 5e, gouvernance. Je m'arrête là. Est-ce que ces mots, pour vous, qui, on va dire, la majorité, vous allez mettre en place, vous êtes là pour effectivement prendre des bonnes idées, sont des mots que vous avez déjà dans votre cadre, on va dire, de gouvernance? Je vois des oui, à peu près. Donc vous avez le mot éthique aussi. Le mot gouvernance, on va revenir dessus. Environnement, responsabilité. Donc vous voyez, vous avez quand même déjà des mots et on va voir où sont mis effectivement ces mots qui ont des sens extrêmement importants. Je m'appuie aussi sur ce que vient de dire Arnaud, sur que Arnaud a dit plusieurs fois que ça avait été une décision de la direction. Une direction au plus haut niveau même, de lancement dans une période difficile qui a été en 2020. Donc il a fallu que la direction embarque. Est-ce que pour vous qui êtes en train de mettre en place cette problématique, ces enjeux, ce sont aussi des sujets qui sont saisis par la direction? Là. D'accord. 3 axes à évaluer par la direction, etc. Mais ils n'ont pas tous le même niveau de priorité dans les projets. Voilà. On va voir justement comment. C'était un mot, le mot risque a été employé par Arnaud. Donc voilà. Donc effectivement, ça va être le niveau de maturité, de gestion des risques et bien entendu par rapport à une gouvernance, donc par rapport aussi à vos métiers et aux projets et à votre culture d'entreprise. Là, j'ai rajouté d'autres mots, Arnaud. Je laisserai compléter la chaîne, on va dire, des mots-clés par Paul Olivier. Pourquoi ces mots, au-delà d'un sens, sont essentiels pour votre gouvernance et pour votre structuration? C'est que derrière ces mots, il y a effectivement le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire, il y en a plusieurs.
Il y a effectivement celui de la responsabilité sociétale des entreprises, effectivement. Société, ça nous renvoie aux libertés fondamentales. Ça nous renvoie effectivement à nous, individus, qui, tant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle, nous devons nous inscrire dans des engagements, dits des engagements citoyens. C'est dire qu'on va porter le concept aussi d'entreprise, qu'elle soit française, internationale, quel que soit son positionnement, d'une entreprise citoyenne. C'est ce qu'on appelle, en franglais, la soft law. Voilà. Donc c'est que quand je dirige une entreprise, je dois intégrer une démarche citoyenne. Alors ça va effectivement de choses qu'on voit et qu'on s'est habitué à voir, du recyclage des déchets les plus courants, les fameuses tri des poubelles jaunes ou suivant différentes couleurs que vous avez vues dans vos entreprises, mais il y a déjà quelques années. Je suis très pratique. Donc vous voyez, vous avez déjà intégré, en fait, si je suis positive, dans votre gouvernance. C'était aussi il y a quelques années. Et il y a eu, depuis, on va dire, les quelques années, je vais quand même mettre plus des dizaines d'années, tout un courant pour cette prise de responsabilité citoyenne qui vient effectivement des Nations Unies, qui vient de l'OCDE, qui vient des organismes internationaux pour porter effectivement l'enjeu de la protection de l'environnement, de la maîtrise de effectivement de notre consommation. On va venir un peu plus tard avec l'IA pour l'instant. Et il y a eu effectivement des engagements qui ont été pris il y a maintenant une petite dizaine d'années avec le sommet de Paris. Alors il n'y a pas que le sommet de Paris, il y avait eu en plus il y a quelques années encore avant un discours très connu du président Chirac qui disait la planète brûle, la maison brûle. Donc on s'inscrit, vous voyez, si je prends un peu de hauteur, et ces interventions c'est aussi pour prendre de la hauteur, il y a cette problématique qui est bien ancrée. Si je reviens un peu plus sur les mots très opérationnels qui ont été effectivement prononcés pour ancrer la position de la gouvernance. Donc, société, on l'a vu, engagement effectivement lié à l'environnement, on le voit de plein de manières déjà, ne serait-ce peut-être dans vos cahiers des charges, dans vos appels d'offres. Il y a peut-être des choses qui ont peut-être déjà changé. Voilà. Ou peut-être que vous apprêtez à avoir une chaîne de sous-traitance plus maîtrisée. Pas uniquement et seulement en coût financier, mais maîtrisée effectivement dans le choix. Autre mot qui a été employé, qui est un mot, on va dire, pas nouveau, qui est un mot très ancien, puisqu'on va revenir à l'Antiquité, c'est le mot éthique. Qui est un mot normalement qui n'est pas abordé par le droit. Or, une réglementation qui est rentrée en application l'année dernière, qui s'appelle le règlement sur l'IA Act, a introduit cette nouvelle notion, cette nouvelle boussole dans notre gestion des risques, qui est l'éthique, notamment dans le cadre de l'IA. Cette boussole va nous aider dans le cadre des modèles d'IA, dans le cadre d'une approche par les systèmes d'IA, parce que les enjeux sont différents, d'approche par les risques, va avoir comme prisme, et vous voyez tout a un lien, d'une part une analyse de risque au regard des libertés fondamentales. Alors, des libertés fondamentales, santé, humain, donc vraiment l'analyse de risque IA est tournée vers la liberté fondamentale. Ça, c'est un des grands enjeux du règlement. Et tout ce qui doit être mis en œuvre par des modèles d'IA qu'on utilise tous les jours, je pense que là, j'ai même pas besoin de faire un sondage, on utilise tous les jours, voilà. C'est aussi quelle gouvernance, quelle maîtrise par rapport à l'éthique. Ce qui me permet, grâce à ce mot-clé éthique, de passer la parole à Paul Olivier. C'est pour la captation, et pas pour mon bilan carbone personnel. Alors, effectivement, tu m'as cédé la parole sur l'éthique. Eh bien, c'est un très beau sujet et qui va permettre de détricoter tout ce que l'on a fait depuis l'accord de Paris, parce que c'est effectivement un des enjeux que l'on a actuellement. Alors, l'éthique,
C'est un terme philosophique. Quand on fait une recherche, il y a 17 conceptions ou familles de conceptions de l'éthique. Ça renvoie au problème. Mais on va repartir d'un cas très particulier que peu d'entre nous ont connu, qui est le ramassage, c'est le terme, les soins des blessés dans la rue. Dans les années 60-70, c'était la police qui faisait ça. Puis après, on a eu l'idée du SAMU, qui consistait à ramener l'hôpital auprès du blessé. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a constitué des équipages mixtes, policiers qui conduisaient et infirmiers et médecins qui soignaient. Certains disent que c'est mieux dans ce sens, mais je ne te permets pas de faire des remarques désagréables sur la manière dont conduisent les médecins. Et ça crée quand même parfois des petits problèmes. Parce que l'éthique du médecin, c'est tu soigneras, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. L'éthique du policier n'est pas tout à fait la même. C'est constater et permettre l'identification des auteurs d'une éventuelle infraction. C'est une partie. Non, mais revenons sur la partie. Alors, qu'est-ce qui se passait quand le SAMU était appelé pour quelqu'un qui faisait une overdose dans un squat? Alors, le problème a été réglé de manière radicale. Marche pas? On n'a plus de policiers dans le SAMU. Donc, ça veut dire que quand on parle d'éthique, on parle de choses qui sont finalement très complexes, très subtiles, et sur lesquelles, effectivement, on peut considérer raisonnablement qu'on n'a pas une éthique, mais des éthiques. Même si à titre individuel, on doit avoir une éthique, puisque éthique vient de la même racine grecque que le fait d'être, d'exister. Et puis la deuxième chose, accord de Paris, mouvement en faveur de l'environnement, c'est un peu beaucoup contesté. Il y a ce qui a été dit par notre président, avec qui on a travaillé pour le teasing de cette matinée. Mais il y a aussi, et c'est beaucoup plus important, tout ce qui est fait du côté des États-Unis. Avec le drill baby, c'est-à-dire on s'en fout, on va rechercher de l'énergie. Et là, c'est des choses qui attaquent et qui contestent toutes ces positions. Pour les entreprises qui ont des programmes de diversité sociologique, pour faire simple, certaines d'entre elles sont embêtées lorsqu'elles travaillent avec les États-Unis. On leur a demandé, vous abandonnez toutes vos politiques anti-discrimination. Donc on a un monde qui n'est pas forcément en train de changer, mais est en train de monter un mouvement de contestation de cette approche pro-climat que l'on a pu connaître pendant une vingtaine d'années. Donc c'est un environnement qui est un petit peu complexe. En revanche, il y a quand même des choses qui restent tout à fait réelles. C'est le fait qu'on a besoin d'énergie, et en particulier d'électricité, pour faire tourner une partie des modèles d'IA. Alors c'est vrai qu'on a aussi un autre problème avec l'IA, c'est que c'est une technologie qui est en train d'évoluer très rapidement et qui est, pour ceux qui ont connu cette période, assez proche de ce qu'on a connu. À moi massivement? Non, c'était juste pour répondre à... Après, je reprends la parole. Tu me donnes la parole, il faut pas la donner à un avocat. Donc. Quand on veut faire une pause et qu'on est au orateur, trouver un avocat dans la salle, on s'en occupe tout de suite. Alors, vu comme Paul-Olivier me cède la parole, éthique. Effectivement, concept, on va pas revenir dessus, sinon on va dépasser l'heure. Et on est gardien du temps. Nous sommes gardiens du temps ici. Il faut aussi voir que la réglementation l'intègre. Plusieurs réglementations qui l'intègrent. L'IA. Vous savez tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'IA Act était rentré en application. Vous savez tous que depuis février, qu'un certain nombre d'IA, notamment les IA dites interdites, effectivement celles qui vont discriminer, celles qui vont aller contre les libertés fondamentales, sont elles-mêmes interdites. Ça, ce sont effectivement le texte. Le texte est une approche par risque et va effectivement se séquencer. Ce qu'il faut d'ores et déjà, on a commencé aussi notre intervention en disant qu'on allait vous donner
effectivement des bons réflexes, en tout cas, ou améliorer ou vous conforter, effectivement, dans le cadre de dans votre gouvernance. Il y a aussi des codes de bonne conduite à réaliser. Ces codes de bonne conduite, à nouveau, la réglementation liée à la soft law, encore une fois. Ces codes de bonne conduite, il y en a qui vont être constitués au niveau de la Commission européenne et plus spécialement du bureau de l'IA sur cette réglementation pour donner effectivement aux entreprises, aux organisations des grandes lignes, des lignes de directives, notamment dans le cadre de l'environnement. C'est ce qui va nous intéresser, de la durabilité, de l'environnement, de la consommation, de la maîtrise de la consommation par rapport à l'IA. Ça, ces lignes directrices, vues comme le règlement va rentrer en application par séquence, on les aura pas tout de suite, hélas. On les aura au plus tard en 2028. Donc, pas tout de suite. Mais il commence déjà à avoir des projets. Commence déjà. Après, les codes de bonne conduite vont certainement être saisis aussi, sans saisir les organisations professionnelles, pour faire leur propre gouvernance par rapport à leur propre métier. Et ce qui, je pense, serait effectivement la meilleure des choses. Par rapport, effectivement, à cette gouvernance, qu'est-ce qui est dit ? Il est dit qu'on doit interroger, et ça va faire partie des analyses de risque, quand on va avoir une IA notamment générative par rapport au risque systémique. C'est-à-dire dans la gouvernance, dans votre charte, dans vos questionnaires fournisseurs, dans quelle que soit votre posture, que vous soyez déployeur, que vous soyez fournisseur, quel que soit le métier et l'usage que vous allez avoir, vous allez devoir poser la question sur la consommation des modèles d'IA. Quand je dis poser la question, c'est effectivement au sens littéral du terme. Vous interrogez, puisque dans le cas de l'analyse de risque, les consommations, la consommation et la métrique, c'est effectivement ce qu'ils appellent les flops, voilà, doivent effectivement rentrer en ligne de compte et être analysées. Donc l'empreinte carbone, et même on voit déjà des bonnes pratiques qui se mettent en place. Ces bonnes pratiques, on va tout de suite les partager après, c'est que l'agence française, l'acronyme est ADEM, met en place sur son site et met des outils, et ça, je vous incite, ça peut vraiment être une bonne pratique, sur vos sites internet, sur les applications ou autres, de mettre les empreintes carbone, le coût effectivement de consommation. Donc ça fait déjà partie des bonnes pratiques qui peuvent être mises en place. En plus, c'est tout le dispositif est mis effectivement d'une manière très claire et nette. Et de toute façon, ça va rentrer effectivement dans ce process de conformité, d'interrogation. On s'inscrit aussi, IA veut aussi dire data center. Alors, on a fait effectivement premier buzzword, premier teasing, celui d'hier soir et de ce matin par rapport à est-ce qu'on peut arrêter, on va dire annuler comme ça un texte juridique. On reviendra après dessus si vous le souhaitez. Et il y a aussi le fait que le sommet Choose France a annoncé plusieurs constructions de data centers. Là aussi, le droit est là. De toute façon, pour être clair, le droit est quand même partout. Voilà. Le droit est là en disant, en mettant, depuis, et ça ce sont des réglementations qui ont plus d'une dizaine d'années, des critères de construction des data centers et des critères aussi de consommation. Donc vous aussi, que ce soit, et là si je m'éloigne de l'IA, mais si je me mets dans des fournisseurs SaaS classiques, comme vous avez certainement l'habitude effectivement d'utiliser, ça fait partie effectivement des critères à demander. Les consommations, effectivement le recyclage et troisième axe, dont on a peut-être un peu moins parlé, tout ce qui est durabilité. Durabilité, c'est effectivement avec quel fournisseur, quelles sont ses politiques, ses gouvernances par rapport à la réutilisation, si c'est possible ou pas. Là, on va revenir sur les métiers. Donc, le cadre, si je fais effectivement un 360, le cadre juridique est là et il y a une possibilité
Mais là, peut-être la difficulté de s'en saisir, cette possibilité d'avoir une régulation à base de code de conduite, cette possibilité ou ce curseur qu'on connaît bien, avec la protection des données, où on fait aussi sa conformité et son plan de conformité déployé, permet effectivement de se mettre, comme on dit simplement, en ordre de marche. Arnaud, peut-être quelques propos pour éclairer ? Alors comment on se met en ordre de marche dans ce type de situation vous l'avez compris, l'expérience que je peux vous partager, c'est une expérience à la fois autour de la gestion de projet. Donc dans la gestion de projet, on intègre ces notions-là, ce qui permet d'avoir des choses qui sont quelque part by design déjà dans le cadre qu'on a fixé, qu'on a construit. Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, il y a la gestion du quotidien. Et il y a la gestion de ce qui est déjà existant. Et ça, il faut le prendre en compte parce que on ne révolutionne pas tout sur un exercice comptable. Et peut-être pour revenir sur ce que Garance disait, notamment avec les fournisseurs, on a fait un très gros travail d'accompagnement de nos fournisseurs. Alors on a des fournisseurs, on a des gros fournisseurs, hein, on a des gros acteurs de la tech, mais on a aussi des beaucoup plus petits fournisseurs. Et l'expérience que je peux partager ici, c'est que on n'a pas forcément des réponses pertinentes par les plus gros. Les réponses les plus pertinentes qu'on peut avoir, c'est grosso modo sur des entreprises qui ont à peu près notre taille, donc des ETI ou grosses ETI, qui vont être dans la même démarche que nous. Et ce qui est intéressant dans ce mécanisme un petit peu de cascade, hein, quand la réglementation impose à la fois de gouverner un certain nombre de sujets par les risques, alors c'est le cas de la privacy, c'est le cas de l'IA, c'est le cas en fait de beaucoup de thématiques. Hein. Comment est-ce qu'on aborde un sujet et comment est-ce qu'on aborde les risques liés à ce sujet, on va avoir un mécanisme de cascade. C'est-à-dire que on ne travaille pas en autarcie. Et donc, puisqu'on ne travaille pas en autarcie à un moment donné, on va solliciter nos parties prenantes. Et nos parties prenantes nous sollicitent. Nos clients nous sollicitent sur la manière dont on va conduire nos démarches. On a des dialogues réguliers avec eux pour expliquer la manière dont on fonctionne et la raison de tel ou tel type d'évolution sur les sujets de la RSE. Et on va travailler, on va engager à un moment donné nos fournisseurs. Et l'idée, c'est d'établir un dialogue. On a une direction des achats chez Médiamétrie qui est très impliquée dans ce genre de choses, parce que c'est bien évidemment par eux que passe le sujet. Et l'idée, c'est aussi de comprendre le fournisseur avec lequel on travaille. Il est évident que on ne peut pas demander à certaines structures d'avoir des engagements qui sont aussi forts ou en tout cas avec des effets aussi rapides qu'avec des structures qui sont beaucoup plus grosses, qui ont les moyens d'investir sur ce genre de sujet parce que, et il faut bien en parler, mine de rien, c'est un sujet qui coûte de l'argent, alors qui finit par en rapporter, hein, parce qu'il y a une dynamique qui est très vertueuse derrière et donc qui permet à un moment donné d'avoir un retour sur investissement, mais il faut pouvoir faire cet investissement. Et donc, les plus petites structures n'ont pas forcément cette possibilité-là, ou en tout cas de le faire tout de suite. Et l'idée, c'est d'avoir cet accompagnement. On fonctionne beaucoup pour les partenaires avec lesquels on travaille, qui sont des partenaires au quotidien. On fonctionne beaucoup par comité de pilotage, c'est-à-dire que par trimestre, la direction des achats et la direction opérationnelle de l'entreprise qui est en lien avec le fournisseur en question va faire un point sur le fonctionnement de la prestation qui est délivrée bien évidemment, mais va faire un point aussi sur l'ensemble des éléments annexes à cette prestation et qui engage à un moment donné, qui va avoir à un moment donné un impact sur la démarche RSE de Médiamétrie. C'est-à-dire qu'on va aborder ces sujets d'éthique, on va aborder ces sujets de privacy, on va aborder ces sujets de développement durable, d'émissions de gaz à effet de serre, etc. L'idée, c'est d'avoir aussi, pour nous, donneurs d'ordre, une perspective de l'évolution de nos partenaires. Et de se dire, on a un partenaire qui fait un effort, et donc, dans la manière dont je vais faire mon prochain bilan de gaz à effet de serre, sur mon scope 3, je vais avoir quelque chose qui va être bien meilleur. Et donc, j'accompagne ce fournisseur, on travaille ensemble sur la manière dont on peut mettre en place les choses. Et
j'avais un autre... Ah oui, je vous ai parlé tout à l'heure, ça y est, pardon. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que cette démarche autour de la RSE, cette démarche de durabilité, c'est une démarche qui est, chez nous en tout cas, engagée par la direction. Quand on a fait notre premier bilan carbone global avec le Scope 3, quand on a commencé à mettre en place les plans d'action, c'est le président lui-même qui a envoyé un courrier à tous les fournisseurs qui ne nous avaient pas répondu sur les retours qu'on attendait en termes d'engagement RSE de chacun de ces fournisseurs. Donc c'est un courrier signé par le président de l'entreprise qui part chez le fournisseur. Ça veut dire que ce n'est pas le directeur des achats, ce n'est pas le contact opérationnel, c'est le président lui-même qui, dans l'engagement qu'il a pris pour l'entreprise, à un moment donné, contacte son homologue de l'autre côté pour savoir ce qui est fait. Et cette dynamique-là, il faut qu'elle soit constante, c'est-à-dire que l'engagement de la direction, je pense que ma conviction en tout cas, c'est que c'est l'une des clés du succès d'une démarche RSE. Alors après, il y a les aléas du quotidien, il y a les investissements qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire, il y a les choix qu'on a à faire aussi en termes stratégiques, en termes commerciaux, mais c'est bien l'engagement de la direction qui permet à un moment donné d'aller au bout de ce type de démarche, et ça c'est quand même fondamental dans la manière dont on peut porter une démarche comme celle-ci et en récolter les fruits. Pardon, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça peut-être? Oui, Eric. Oui, Arnaud, pendant que tu parles, je suis en panique complète. Hein. Depuis 25 minutes, vous rajoutez des couches de coûts à tous mes projets et vous creusez le fossé infernal entre la fin du monde et la fin du mois. Ma direction générale, alors moi j'ai la chance d'être dans un groupe européen de toute petite taille qui ne m'a pas salarié, donc je suis fournisseur, c'est un peu compliqué. Notre direction générale se plaint d'avoir trop d'arbitrage à faire à cause de ce point-là. Vous nous soumettez des projets extrêmement complexes, extrêmement chers, dont les besoins d'arbitrage sont colossaux, alors qu'avant, vous arbitriez tout seul. Ça c'est le premier projet. La lutte entre la fin du monde et la fin du mois, elle est éternelle. Mais plus ça va, plus ça se creuse. Il y a un deuxième sujet. On sent quand même que sur le sujet RSE, la garde se baisse un tout petit peu. Sur Privacy, la CNIL est hyper présente. Les amendes sont très visibles. Les contrôles sont permanents. Ça cogne très dur sur Privacy. Et en plus, sur Privacy, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que si on ne respecte pas la Privacy, on abîme ce qu'on appelle la marque employeur. C'est-à-dire que nous qui voulons recruter des talents, des polytechniciens, des ingénieurs, si on se tient comme des cochons, on n'arrive pas à les recruter ou à les garder. Encore pire, quand on les attrape, on ne peut plus les... Voilà. Donc ça, sur le sujet Privacy, on est très prudent. Par contre, sur le sujet RSE, on a eu un signal très clair avec la fin de la ZFE, des ZFE qui sont tombés non pas par recul écologique, mais par fait juridique. C'est un petit signal pour dire, la RSE, on va faire un petit peu moins. Est-ce que toi, tu perçois, dans tes arbitrages, un maintien de la pression forte Privacy, GDPR, CNIL 2, et est-ce que tu perçois un petit recul RSE ou pas? C'était ça ma question en fait. C'est long. Mais... Alors, CNIL, Privacy, etc., certainement pas. Et en plus, je suis le garant de la chose au sein de l'organisation, donc je veille à ce que ce soit fait de façon correcte, parce qu'en plus, le métier de médiamétrie, on est une société d'études de marché, on est un institut de sondage, donc si on n'a plus de données, si les gens n'acceptent plus de répondre à nos sondages ou de participer à nos panels, de toute manière, on ne produira rien. Donc ça, c'est un engagement fondamental pour nous. Donc il y a un engagement très fort sur le sujet et j'ai des budgets qui suivent, ça, il n'y a pas de souci. Sur la RSE, on n'a pas encore senti... Je te rejoins sur le fait que on sent un petit peu une garde qui se baisse autour de ce sujet-là. Il se trouve que alors après c'est une histoire aussi de conviction. Il se trouve que on est sur l'ensemble de la direction de l'entreprise très convaincu
de la pertinence de la démarche qu'on a engagée. Et puis, donc il y a cette pertinence de la démarche qui est faite vis-à-vis de nos fournisseurs. Donc on a engagé un certain nombre de choses vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis de nos clients aussi. Et puis en interne, et tu l'as dit, cette thématique de la RSE, elle est aussi un atout de la marque employeur. Et sur les générations qui arrivent, ça fait partie des questions qui sont posées. Ça fait partie des questions qui sont posées. Qu'est-ce que vous faites sur le sujet? Comment est-ce que vous travaillez ce type de thématique? Et comment est-ce que moi, collaborateur, je vais être impliqué dans ce type de démarche? Et donc ça, c'est fondamental d'avoir une cohérence. Donc, on a cette niaque, quelque part, d'aller au bout de cette démarche. Il faut tenir la distance. C'est pas un 100 mètres, hein. C'est 2 marathons. Enfin, vraiment, effectivement, ça demande des arbitrages. Ça demande des arbitrages avec nos partenaires, mais ça nous demande aussi, nous, des arbitrages en interne sur les ressources que l'on a, où est-ce qu'on les affecte, comment est-ce qu'on les affecte, sachant que on reste une entreprise commerciale, donc il faut aussi, à un moment donné, dégager de la marge pour pouvoir investir. Donc, c'est compliqué, mais en même temps, je trouve que managérialement parlant, ça nous oblige, nous, à la direction, d'assumer nos choix. D'assumer nos choix, de les porter à la fois avec nos parties prenantes externes, mais aussi avec nos collaborateurs. Quand on dit que on fera moins de ça, plus de ça, il faut l'expliquer. Il faut le vendre, il faut le porter. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir l'ensemble d'un comité de direction qui est engagé sur ce type de sujet. C'est que vous imaginez bien que derrière, on attend un storytelling interne, donc on a une communication interne qui va faire un gros travail sur le sujet. On a une direction des ressources humaines qui va faire aussi un gros travail sur le sujet. Comment est-ce qu'on sensibilise les gens par rapport à ça? Comment est-ce qu'on les forme pour prendre en compte ce type de thématique? Donc c'est le développement aussi d'un certain nombre de compétences. Donc c'est long, bien évidemment. Ça change pas toujours très vite, mais on voit quand même le paquebot qui tourne. Après, oui, on a des vents contraires et je te rejoins sur le sujet. Hein, je pense qu'on va en avoir de plus en plus. Le Build Baby Drill va faire des ravages. Des ravages. Et c'est là où la conviction des acteurs dans les entités économiques de chacun des pays va faire la différence. C'est comment est-ce que on va forer ou est-ce que on décide de maintenir le cap qu'on s'est donné. Et chacun est responsable là-dessus. Chacun est responsable des choix qu'il fait, des choix qu'il porte et de la manière dont on s'engage et dont on engage les équipes qui sont les nôtres. Je pense que c'est un débat qui a été intéressant et qui montre que finalement, il y a 10 ans, par rapport à la mise en place du RGPD, par rapport à la mise en place d'un certain nombre de réglementations, le terme que l'on employait beaucoup, c'était celui de la conformité, qu'on n'a de mémoire pas employé ce matin. Pardon ? Ça ne fait pas partie des mots-clés et c'est intéressant. En revanche, on a parlé beaucoup d'éthique. Et ce qu'a démontré Arnaud, c'est que finalement, la politique de RSE de Médiamétrie, elle est que très partiellement liée à des obligations légales et réglementaires. C'est-à-dire que vous n'auriez pas ces obligations, vous auriez la même approche. Et ça, je pense que c'est un point qui est très important. C'est-à-dire que l'époque où on avait des textes qui s'appliquaient, qu'il fallait appliquer, autrement on était le méchant et on n'était pas bien, c'est un peu fini et que l'on va avoir quelque chose qui est plus responsabilisant pour les entreprises, c'est-à-dire que, paradoxalement, aux États-Unis, le fait d'avoir une politique RSE trop développée va être gênant, tant que Trump est là, et tant qu'il n'a pas changé d'avis. Mais il y a une incertitude là-dessus. Tu es d'accord avec moi ? Donc ça, c'est un point qui est important. Et le deuxième point,
c'est que quand tu as parlé du RGPD, on a pris conscience avec les réglementations sur la protection des données que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on n'est plus totalement on est dans une réglementation qui est absolument nécessaire pour assurer aux individus le minimum d'opacité, de secret qui leur permet de rester libres. Bon, je ne vais pas faire une citation de Kant, mais la liberté est le principal attribut de l'humain. Donc, sans protection des données à caractère personnel, on va avoir du mal à exercer nos libertés à quelque titre que ce soit. Donc, il y a des enjeux avec un certain nombre de textes et de principes qui feraient, pour reprendre ton expression, un petit peu consensus social. C'est-à-dire que si on n'est pas propre en matière de données à caractère personnel, quand on est sonneur, c'est un peu emmerdant. Quand on est employeur, dans des générations qui, pour les jeunes diplômés, sont très engagés sur ces aspects, c'est très 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 embêtant. D'autres aspects, ça l'est un petit peu moins, quoi. Mais il faudrait aussi savoir quelle est la part de ces polytechniciens qui font leurs cours sur TMU. Pardon ? Alors ça, je me permettrai pas de... Non. Alors bon... Bon, il faut être réaliste, mais... La femme est également polytechnicienne, comme dit Garance. Monsieur, vous aviez une question ? Monsieur, vous aviez une question ? Bonjour, moi je voulais juste jouer l'empêcheur de tourner en rond. Donc, si on revient sur le sujet de ce matin, RSE et durabilité. Donc, moi je pense que dans beaucoup d'entreprises, il y a du bon sens. Très bien, c'est ce qu'il faut. Mais ce bon sens se heurte le plus souvent à les contradictions issues des politiques publiques. Là, c'est le sujet de fond. Surtout qu'on commence à tout mélanger avec l'IA qui revient, mais c'est un gros mot IA. On fait déjà des systèmes experts il y a une quarantaine d'années. Donc ça n'a rien changé. Le problème de l'IA et de l'IA, c'est une définition qui est très vague, très floue tout à fait. de l'IA. Et quand elle a voulu être précisée par la Commission européenne, ça donnait combien de pages ? 75. 75. Bref, on rebrasse beaucoup de textes, mais si on revient au concret, donc vous allez dans une entreprise, la mienne en tout cas, aujourd'hui, le numérique, on en mange tous les matins au petit déjeuner, mais nous, on a créé un système numérique il y a 30 ans. Donc, on commence à voir les problématiques du numérique 30 ans après. Donc, sur la place, en France en tout cas, on doit être deux entités publiques, la BNF et l'INA, qui ont manipulé plus de données depuis le début du numérique. Donc, on sait ce qu'il en est, les problèmes qui sont liés et ce qu'on n'est pas en mesure de faire. En gros, qu'est-ce que nous fabriquons en France, voire en Europe, qui sert au numérique aujourd'hui ? Pas grand-chose. On peut toujours dire, on renvoie aux fournisseurs la responsabilité du RSE, tout ce qu'on veut. Ces fournisseurs, ils fabriquent quoi ? Rien. Ce sont que des intermédiaires. Moi, je peux vous dire que quand on fait des gros marchés, que ce soit pour le stockage, pour nos data centers, pour tout, nous sommes soumis à tout ce qui est marché public, à ce qui est règle de marché public. Rien n'interdit d'aller chercher quelque chose qui soit le moins cher, compétitif, on dirait, qui vienne de l'autre bout de la Terre. Rien. On a même posé la question officiellement. Mais c'est ce qu'on a vu avec le Alstatom. Voilà, donc il y a plein de choses. Donc, pour moi, c'est de beaux discours. C'est de beaux discours sans aucun fondement. Pour ceux qui pilotent aujourd'hui, moi, je ne sais pas gérer, maintenir mon dispositif numérique avec plein de volumétrie sans aller chercher à l'autre bout de la Terre. Sinon, on ne sait pas faire. Ben voilà. Donc, le discours sert à quoi ? Alors, merci pour ces points. Et c'est bien, c'est ce qu'on voulait, tous les trois, en fait, qu'il y ait cet échange et qu'on aille au-delà, effectivement, puisque RSE, vigilance, le mot n'a pas été employé. Ce sont, en tout cas, pour la vigilance, le devoir de vigilance qui a été intégré au droit français et qui concerne que les grandes entreprises, mais qui permet, en fait, de voir les choses, n'était peu sanctionné, en fait. Et effectivement, ce cadre, en France, on s'en est saisi. Et je l'ai dit, on l'a tous dit d'une manière différente tous les trois, ça revient à la main, on va dire, des entreprises. Ça revient à la main citoyen, démarche proactive. Mais
il n'y a pas eu d'unité réglementaire, puisqu'il y a des discours au sens noble du terme, il y a des engagements, mais ce sont des engagements, on va dire, moraux, ce sont des engagements qui ont un côté, effectivement, où tant qu'il n'y a pas, on va dire, une sanction avec des pourcentages du chiffre d'affaires très lourdes. Ces sanctions avec ces pourcentages de chiffre d'affaires auraient dû arriver ou devraient arriver avec d'autres textes, ces fameux textes dont on évoquait ce matin, le package CSRD, voilà, où il y avait une volonté d'avoir des sanctions. Et pas seulement, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, on en parle, mais il y a toute une production de textes, de livrables à fournir. Et c'est là aussi où ça peut être vécu comme un frein, je dis bien ça peut être vécu, comme un frein à la compétitivité, puisque l'argument qui est opposé, c'est la compétitivité. Ces réglementations sont des freins à la compétitivité, puisqu'effectivement, comme tu l'expliquais, nos fournisseurs, ils sont partout dans le monde. Je ne vise aucun État en particulier, mais partout dans le monde. Mes sources d'approvisionnement, le théâtre géopolitique changeant tous les jours, sont aussi extrêmement diversifiés. Je dois changer de fournisseur et je dois avoir plusieurs fournisseurs pour le même produit, compte tenu de la réalité d'approvisionnement en l'état actuel. Et effectivement, cette démarche RSE, pour moi, doit s'inscrire dans ce changement géopolitique. Effectivement, Arnaud l'a dit, c'est vraiment le dirigeant, la posture du dirigeant. Bien entendu, il va y avoir, et vu comme c'est pas une réglementation qui va s'appliquer, mais plutôt une démarche vertueuse, une démarche qui va s'inscrire effectivement dans les principes, notamment, alors que ce soit par rapport à la marque employeur, mais que ce soit par rapport à une gouvernance, si on va au-delà d'une image, parce qu'une marque, c'est aussi une image. Donc on peut mettre aussi derrière, si moi aussi je suis un peu provocatrice, ce qu'on appelle du greenwashing. Voilà. C'est aussi, et il y a aussi autre chose dont les entreprises ont très peur, qui est plus outre-Atlantique, mais qui vient en Europe, c'est le name and shame. C'est effectivement des scandales, que ce soit par rapport à je fais travailler ou un de mes fournisseurs, mais le seul qu'on va retenir, ça va être le donneur d'ordre. Je fais travailler des personnes dont les conditions de travail sont inimaginables à notre siècle, et automatiquement, j'aurais dû être au courant. Donc, voilà. Donc la discrimination, Paul Olivier a commencé à en parler, mais c'est une réalité encore actuellement dans les entreprises. Donc là, je suis sur la discrimination, sur un droit national, mais qui embarque effectivement la politique de RSE. On a dit citoyen, on a dit humain, on a dit société. Voilà. Et là, c'est du pénal. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des contraintes, il y a quand même effectivement des règles qui sont dans un contexte économique que je nie pas. Les investissements, personne ne les a niés. Et après, et c'est ce qu'on a dit, je pense, tous les trois, où on met le curseur. Je partage effectivement la réflexion sur la commande publique. Et là, sur la commande publique, il y a des enjeux par rapport à la maîtrise. Maîtrise effectivement des partenaires, maîtrise de l'environnement. Et un des mots-clés de l'environnement économique, de l'environnement des choix stratégiques, c'est le mot maîtrise. Effectivement. Il y a des textes, différents textes qui sont débattus actuellement au Parlement, qui vont pouvoir peut-être donner aussi de la maîtrise. Mais effectivement, il y a un enjeu sur la commande publique. Sur le domaine plus privé, on va dire, quelle que soit la taille des entreprises, et aussi sur le domaine associatif, il y a des enjeux effectivement, qui sont budgétaires, qui sont de financement ou autres, mais qui vont être, alors sans vouloir faire une politique dite des petits pas. On a commencé ce matin en faisant un petit peu un rapide tour de table en disant il y a des choses déjà qui sont des pas en place. Mais quelle est la posture de votre direction? Quelle est la volonté de la direction d'insuffler? L'idée, effectivement, enfin la volonté de la direction qui était d'envoyer des lettres du dirigeant aux fournisseurs, c'est un ancrage, effectivement, une posture. Est-ce qu'on risque pas la décroissance? Et puisqu'on va loin acheter les choses, c'est parce qu'on ne les fabrique pas chez nous. Et quand bien même on les fabriquerait chez nous, elles seront de toute façon plus chères. Donc, des injonctions contradictoires.
Alors c'est bien, mais ça, c'est vraiment sur le long terme, hein, comme on le disait tout à l'heure. Mais il y en a qui n'y arriveront pas. Et je suis pas certaine que les jeunes, si on fait pas d'environnement, enfin de RSE, ils vont venir dans les entreprises. Mais en même temps, on dit que le balancier va faire comme ça quand Greta Thunberg elle est passée. Donc peut-être que les jeunes, on va les récupérer parce que la réalité, c'est qu'il va falloir qu'ils mangent et on va plus leur filer à bouffer avec le chômage. Oui, c'est de la réflexion. Si vous avez supporté Greta Thunberg pendant quelques années, vous aurez bien quelques mois d'Elon Musk. C'est juste une citation, je ne me l'approprie pas. Non, je pense que tu as raison. Et il y a aussi un autre point qui est intéressant, c'est si on regarde le passif, si on regarde la comparaison de croissance entre les États-Unis et l'Europe, sur les 15 dernières années, c'est pas franchement de notre faveur. Et c'est encore un peu con parce qu'on partait d'un peu plus petit. Donc en fait, là maintenant, on est devenu beaucoup plus petit. Donc il y a effectivement des problématiques de ce type-là qui se posent, des textes qui existent. Effectivement, il y aura peut-être moins de sanctions sur la partie CRDS si la directive est abandonnée et non transposée, mais vous avez l'IACT qui est un règlement. Et quand on arrive dans les situations quand on fait, et ça peut arriver sans le faire exprès, quand on met en œuvre un traitement qui est interdit, c'est plus cher que le RGPD. Donc c'est un point sur lequel il faut être très vigilant. Est-ce que l'IACT a un très grand avenir ? Ça, c'est une autre question. Mais pour l'instant, c'est un texte avec lequel il faut compter. Les autres sont directement attaqués. Donc, et en plus, c'est des instruments juridiques qui sont plus faibles. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de transposition d'une directive, c'est l'État qui est responsable. Et la directive de 91 sur les données personnelles a été transposée 12 ans après. Ouais. Bon, donc ça, c'est des choses sur lesquelles, effectivement, on peut dire que l'aspect sanction, l'aspect bâton, va peut-être pas arriver sur ces aspects de RSE. En revanche, l'aspect carotte, pour certains types de populations, pour certains types d'acteurs, ça va être très présent. Et un des risques que l'on peut avoir, c'est de se retrouver dans la situation des États-Unis avec un pays extrêmement clivé, comme cela peut exister. Vous avez un exemple qui est tout simple. Enfin, vous avez l'histoire sur les ZFE. Certains disent c'est un moyen d'exclure du centre-ville les pauvres. Ben oui, parce que les pauvres, ils habitent loin. Quand on habite loin, si on veut acheter du pain, il faut prendre sa voiture. Et si on habite au centre de Paris, il ne faut surtout pas prendre sa voiture. Donc, en fait, c'est des sujets de ce type-là auxquels il faut faire attention. Et puis, il y a un risque supplémentaire dont il faut être conscient, même si on a une marge d'action qui est limitée. C'est des risques de fracture sociale, comme disait un certain Jacques C. C'est ça ? Oui, effectivement. Alors, pour prendre un exemple sur comment l'introduction, on va dire, d'un texte prend du temps. On va prendre un exemple que vous connaissez tous, c'est la protection des données. Protection des données, en France, c'est 78. Dans les entreprises, on va dire, si je suis un peu provocatrice, c'est 2018. Alors que le texte, il a été adopté effectivement en 2016. Avant, il y avait effectivement eu la transposition d'une directive. Il y avait eu déjà des sanctions de la CNIL. La CNIL existait. La CNIL, voilà, c'était janvier 78, la CNIL. C'est voilà. Et maintenant, ça. 78, technologiquement et sociologiquement, c'est pas le même monde. Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est pas le même monde. C'est-à-dire que nos mondes changent et ça s'appelle. J'allais dire, maintenant, on en prend en compte. On le prend en compte et ça fait partie. Les échanges ont été là et ça fait partie effectivement des choses qui font partie de tous les points qui sont regardés, où il y a même du budget, je l'entends. Voilà. Et tu as de la chance, parce que tout le monde n'a pas du budget. Voilà. Sur ces aspects. Il a fallu effectivement qu'il y ait ce changement de paradigme. En droit, on appelle ça l'ordre public. C'est-à-dire que l'ordre public, c'est l'état de la société. Donc on revient à des mots-clés. C'était le mot citoyen, effectivement. C'est liberté fondamentale. Effectivement, là maintenant, RGPD, les sanctions, ça fait partie des réflexes avec peu ou pas de budget. Toute entreprise a une politique de protection des données. Toute entreprise met en place une conformité. Voilà, sa conformité par rapport à ses risques. Donc, ça a un certain cheminement. Pour reprendre l'image du paquebot employé par Arnaud, c'est
un paquebot là où il y a des contraintes, où il y a des textes, où il y a une culture protection des données et libertés fondamentales qui ne date pas de 78, mais qui date effectivement de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, on est effectivement sur ces enjeux-là. C'est-à-dire que on avance par rapport au changement de paradigme d'une société, donc au changement de l'ordre public qu'on veut. Sachant que l'ordre public, et c'est peut-être ça qui va permettre aussi de continuer le dialogue, a deux branches. Un ordre public de protection, c'est-à-dire que l'État doit protéger, si je schématise, les citoyens contre eux-mêmes, et c'est pas spécialement les sanctions. C'est mettre aussi un cadre respectueux, vertueux. Je prends l'exemple de l'interdiction des IA à haut risque qui vont discriminer. Et un ordre public de direction. Donc là, vous voyez, je vais aller. C'est-à-dire, dans quel sens, dans quelle gouvernance nous voulons aller, parce que là, c'est citoyen, pour le coup, dans le cadre de ces textes. Bien entendu, on peut les présenter comme des freins à la concurrence. Bien entendu, on peut les présenter comme des coûts budgétaires. On ne peut pas nier. Après, est-ce que c'est vraiment un frein à la concurrence? Est-ce que c'est pas important? Et c'est là où je mets le curseur, de savoir avec qui on travaille, la chaîne de sous-traitance, de les accompagner dans leur montée et de savoir effectivement que ça va prendre une certaine temporalité. Que la directive, donc la directive c'est un acte qui doit être transposé dans notre droit national. Est-ce qu'elle va être reportée? Est-ce qu'elle va être annulée? Alors, juridiquement, on ne peut pas effectivement annuler un texte qui a été voté par le Parlement européen. La France peut ne pas le transposer. On peut être condamné en arrêt en manquement. Enfin, il y a des mécanismes. Voilà, c'est d'autres choses. Et il y a des réflexions aussi, pas seulement au sein des États membres, mais au sein de l'Union européenne, pour simplifier. Un des mots-clés, aussi en Europe, pas qu'en France, c'est la simplification. Peut-être que c'est une bonne chose, effectivement, de simplifier. Peut-être que c'est une bonne chose de ne pas faire des rapports qui prennent beaucoup de temps, voilà, avec une certaine périodicité. Peut-être, effectivement, que ça peut être une bonne chose d'avoir des mécanismes beaucoup plus simples, comme on l'évoquait tout à l'heure, avoir effectivement des indications sur un site internet sur la consommation de carbone avec des outils. Peut-être que c'est une bonne chose aussi d'avoir un index égalité homme-femme qui est mis en ligne sur les sites internet pour montrer effectivement les différences de rémunération, pour montrer les choses. Voilà. Et ce sont effectivement pas des rapports au sens lourd que peut être un rapport. Après, un rapport, si je suis du côté positif, peut aussi embarquer une entreprise parce que celui qui signe le rapport, c'est le dirigeant. Et là, je reviens aussi à la posture. Là, quelle que soit l'entreprise, vous allez mettre en place, quelle que soit votre culture, quel que soit votre impact, vous avez déjà des choses mises en place. Après, la gouvernance, c'est là-dessus, va venir effectivement du tone of the top, où on va dans ces enjeux mouvants, mais sans faire un effet de balancier. À un moment donné, il y aura des questions qui seront posées, que ce soit par rapport à vos clients, vos fournisseurs, vos salariés, avec qui vous travaillez. Tout simplement. Et sans jugement. Oui, je crois que la relation avec les parties prenantes est extrêmement importante. Mais peut-être, puisqu'on arrive presque à la fin, on a même dépassé le temps. Je voudrais juste, peut-être, on a parlé beaucoup de RSE. On a vu qu'on a parlé beaucoup de développement durable, mais on a vu qu'on a parlé beaucoup d'engagements environnementaux, hein, en filigrane de tout ce qu'on a dit. Il faut aussi se rappeler de pourquoi on fait ça. C'est-à-dire qu'au global, c'est l'entreprise en tant qu'acteur économique, quel impact elle a sur l'évolution du climat mondial. Alors, c'est pas une entreprise qui va résoudre le problème. Hein. C'est pas Médiamétrie toute seule dans son coin. C'est pas le cabinet de Garance. C'est pas l'entreprise de Paul Olivier. C'est pas votre entreprise toute seule qui va résoudre le problème. Mais c'est comment est-ce que dans cette globalité et donc dans cette évolution globale du climat,
on essaie de maîtriser notre impact et on apporte à un moment donné notre pierre à l'édifice. Et donc c'est comment est-ce que, ensemble, chacun à notre niveau, chacun aussi avec les possibilités qui sont les nôtres, on s'engage dans cette démarche-là. Parce que, in fine, c'est, alors peut-être pas, je regarde la moyenne d'âge dans cette salle, peut-être pas tout de suite pour notre génération, mais c'est les générations futures qui vont pâtir de ce qu'on est en train de construire aujourd'hui. Et donc peut-être qu'ils vont aussi bénéficier de ce qu'on est en train de construire aujourd'hui. Donc c'est ça aussi qu'il faut, à mon avis, penser dans la globalité, dans la manière dont on engage nos organisations dans le monde dans lequel il est. Je ne dis pas que c'est facile, c'est un engagement fort. Encore une fois, c'est des marathons à courir, mais c'est aussi l'avenir, pardon, je vais être un peu grandiloquent, mais l'avenir de la planète et l'avenir de l'humanité qui sont derrière. Donc comment est-ce que nos entités économiques, à un moment donné, participent à ça et construisent le futur des générations qui viennent. Voilà. Je crois qu'il y a un très beau terme qui pourrait résumer nos entretiens, qui est celui de l'éthique de la responsabilité. C'est-à-dire que l'entreprise a un comportement qui est piloté par la vision qu'elle a de son impact auprès de ses clients, de ses fournisseurs et de ses collaborateurs. Avant que nous allions à l'ouverture, est-ce que vous avez des questions ? Merci de votre intervention et d'éclaircissement, mais vous n'avez pas cité la souveraineté dans tout ça. Merci. J'ai cité le mot maîtrise. Voilà. Maîtrise. Voilà. Alors, souveraineté, il faut qu'on fasse, vu le temps qui court, il faut qu'on fasse l'année prochaine. Voilà. J'ai choisi le mot maîtrise justement pour garder une maîtrise de l'écosystème. Je pense que le terme souveraineté est un terme qui fait appel à des concepts de droit public aussi, mais on va pas revenir là-dessus. Donc, gardons le mot maîtrise pour cette clôture. Merci effectivement de votre participation. Merci effectivement de votre intérêt. Indépendamment de tous vous remercier, peut-être gardons une note positive, parce que aussi c'est une bonne chose. Voilà. Et Arnaud et Paul-Olivier l'ont dit, et je m'associe à eux. C'est effectivement nous, en fait. C'est nous qui sommes au corps de tout ça. Que la réglementation soit contraignante ou pas, qu'elle existe, qu'elle n'existe pas, ça c'est un jeu. Il y a quand même aussi des actions qu'on peut faire tout à chacun, mais aussi en tant que citoyen, pour aller au-delà, effectivement, du monde de l'entreprise. Après, suivons l'actualité, suivons les enjeux géopolitiques. Merci.